Bonjour et bienvenue sur Crypto House. Aujourd'hui, on va surtout se concentrer sur ce qui s'est passé cette semaine dans pas mal de pays. On va parler de l'Inde, on va parler de l'Allemagne, on va parler de la Corée du Sud, mais on va aussi parler de la France. Et ça, c'est pour tout de suite. On va d'abord démarrer par un œil sur le market cap. On a démarré la semaine à 249 milliards. On se trouve aujourd'hui à 263. Donc on remonte, ça fait du bien. Ça faisait déjà 3 semaines quasiment de baisse. Si on regarde ici le Bitcoin, on voit, ça ce sont des bougies à la journée. On voit que là, ça fait déjà 2 semaines, 2 semaines et demie, qu'on était sorti de cette tendance, de cette tendance haussière. Et là, j'ai rajouté une troisième ligne ici pour voir le bas. Donc, on était aux alentours de 8000, on est redescendu à 8002, 8003. Et puis là, on est depuis, c'est quoi? Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jours. On commence à remonter petit à petit. Donc on va voir maintenant comment ça avance. Mais bon, on se rapproche du halving, donc normalement, on devrait, habituellement en tout cas, en se rapprochant du halving, les prix montent. Mais bon, on n'a que 2 fois l'expérience avant, puisque c'est le 3e halving de l'histoire. Si on regarde les cryptos cette semaine, on va prendre la colonne ici, la dernière colonne, à 7 jours. Donc on a le Bitcoin à quasiment 5% de hausse, Ethereum qui fait mieux. Bitcoin cette semaine, ça a été un des assets qui a le moins performé. Ensuite, on passe à... Alors, Bitcoin LSV, pour moi, c'est pas un asset. On va passer ici, qu'est-ce qui fait dans les 9-10? On a Binance qui fait 9, on a Tezos qui est juste au-dessus de 10, on a Chainlink qui continue à être bon, quasiment chaque semaine. On a Neo qui reprend un petit peu des couleurs. On a Ontology aussi qui reprend, mais dans les grosses hausses, on a BAT, on a Qtum, et là, on arrive sur les plus grosses hausses. Bon, Bitcoin Gold, ça c'est pas encore quelque chose que je considère vraiment, mais on a ici Icon qui est à 21%, et on a Hedera Hgraph, que je vous ai présenté il y a juste 3 jours, qui a fait cette semaine 50%. Waouh, je crois que dans le top 100, c'est vraiment un des tokens, un des projets qui a monté le plus. Ah non, on a Kyber Network. Donc Kyber Network, je vous en avais aussi parlé la semaine dernière ou la semaine d'avant, parce que c'est un projet qui est maintenant tradé sous Coinbase Pro. Et là, pareil, 51% en une semaine. Donc chapeau pour tous ceux qui ont du Hedera Hgraph et du Kyber Network. Alors, une des grosses nouvelles de la semaine nous vient d'Inde et elle a été relayée par le journal The Economic Times, et on apprend que la Cour suprême en Inde a retiré tous les freins au trading des cryptos. Donc ça veut dire que le trading des cryptos devient complètement légal en Inde, alors que ça fait 2 ans que l'Inde est passée par toutes les phases. Il y a eu des crypto exchanges qui ont fermé, il y a eu des projets, des startups qui ont fermé, tout ça à cause de ce ban. On a eu les banques qui refusaient que les citoyens puissent acheter les cryptos, on a eu les banques qui refusaient d'ouvrir des comptes aux exchanges et qui fermaient les comptes des exchanges pour pas qu'il y ait donc de passerelle entre la roupie indienne et les cryptos. Bref, ils sont passés par toutes les phases et enfin maintenant ça devient complètement positif. Alors pourquoi cette nouvelle est importante? C'est que l'Inde, c'est un des plus gros pays au monde. Ils ont 1,3 milliard d'habitants et du jour au lendemain, ils se voient autorisés enfin à acheter des cryptos, à acheter du Bitcoin. Donc j'imagine que ça va prendre plusieurs semaines pour que l'infrastructure se mettre à nouveau en marche, mais on est sur la bonne voie et on risque d'avoir des dizaines de milliards
d'argent frais, en fin de compte, qui va rentrer dans le market cap grâce à l'Inde. Seconde bonne nouvelle d'un pays qui est aussi très réceptif aux cryptos, ça nous vient de la Corée du Sud. On a le Parlement qui a officiellement reconnu les crypto-monnaies sont devenues légales dans le pays. Donc ça a duré 2 ans de délibération pour arriver à cette réglementation et ça a été voté 182 votes pour et 0 vote contre, donc c'est vraiment à l'unanimité. Alors la loi, elle va rentrer en vigueur dans les 12 mois avec 6 mois de plus pour les exchanges pour qu'ils puissent se conformer à ces nouvelles réglementations. Donc pour les exchanges, ils ont jusqu'en septembre 2021. Alors les exchanges, il va falloir qu'ils fournissent un petit peu tous les mêmes rapports qu'une banque fournisse donc aux régulateurs. Donc ça veut dire qu'il n'y aura plus de comptes anonymes, il va falloir que les utilisateurs ils donnent leur pièce d'identité, leur justificatif de résidence, etc., etc. Donc c'est plus du tout la vision de Satoshi, mais d'un autre côté, ça veut dire que les cryptos sont légales. On peut investir dans les cryptos en toute confiance. Et là encore, ça devrait apporter pas mal d'argent frais qui nous vient de Corée du Sud. Et comme on dit, il n'y a jamais 2 bonnes nouvelles sans une 3e bonne nouvelle. La 3e bonne nouvelle là, elle nous vient d'Allemagne et elle nous vient de la BaFin qui est l'autorité fédérale de supervision financière de l'Allemagne. Ils viennent de clarifier la classification des cryptos. Donc dans une annonce de presse du 2 mars, on apprend que les cryptos sont la représentation numérique d'une valeur qui n'a pas été émise ou garantie par une banque centrale ou un organisme public et qui n'est pas nécessairement lié à une monnaie précise et qui n'a pas de statut juridique d'une monnaie, mais qui est accepté comme support d'échange par les personnes physiques ou morales et peuvent être transmises, stockées et échangées par voie électronique. Donc ça classifie les cryptos, peut-être pas comme une monnaie, mais en tout cas c'est un moyen en gros d'échange, un moyen de paiement, un moyen de pouvoir contracter des prêts. Donc là encore, ça légitimise les cryptos et ça nous vient de la BaFin, ça nous vient de l'Allemagne, donc c'est super positif. Maintenant il y a du soleil et ça m'a donné chaud, alors je viens d'enlever mon pull. Alors il y a 3 bonnes nouvelles, mais il vient d'en avoir une 4e, elle date d'hier soir alors que tout mon texte pour la vidéo de cette semaine était bouclé. On apprend que la justice française assimile le Bitcoin à de la monnaie. Donc pour le tribunal de commerce de Nanterre, donc ça vient pas d'un tribunal, disons, au fin fond de la France, le Bitcoin est un actif incorporel fongible, une décision importante qui devrait faciliter les opérations en Bitcoin et assurer une meilleure liquidité du marché. On va descendre un petit peu. Qu'est-ce qu'ils disent? Donc les décisions de justice concernant les crypto-monnaies sont si rares qu'elles méritent attention dans un univers en voie de régulation. Mais la décision du tribunal de commerce de Nanterre, en date du 26 février, révélée par l'AGFI, fera date à double titre. C'est une première en France, d'autant plus qu'elle sort de la jurisprudence habituelle. Surtout, elle permet de qualifier la nature juridique du Bitcoin la plus célèbre et ancienne des crypto-monnaies. Alors, ils disent ensuite, en effet, le tribunal considère le Bitcoin comme un actif incorporel, fongible, qui relève juridiquement de la chose de genre, c'est-à-dire d'un bien interchangeable, mais non individualisable, au même titre que la monnaie fiduciaire, donc il le compare en fin de compte à l'euro. Ensuite, il continue par une citation. La portée de cette décision est considérable car elle permet de traiter le Bitcoin comme de la monnaie, oui vous avez bien entendu, comme de la monnaie et d'autres instruments financiers. Elle va donc faciliter les transactions en Bitcoin comme les opérations de prêt et de repos qui se développent et favorisent ainsi la liquidité du marché des cryptos, estime Hubert de Vauplane, avocat spécialisé chez Kramer et Levin. C'est quand même super positif. 4 nouvelles comme ça
qui sont très très favorables aux cryptos, très favorables au marché. Et là, qu'il y ait une décision juridique en France qui dit que, en gros, les cryptos, le Bitcoin, c'est l'équivalent de la monnaie ou d'un autre instrument financier, on pouvait pas espérer plus ou quasiment pas espérer plus. On va parler maintenant crypto et on va démarrer par EOS. Alors une nouvelle qui va intéresser tous les supporters d'EOS. Alors le 25 février dernier, on a Brendan Bloomer qui est le CEO de Block One, donc c'est la société qui développe la blockchain EOS, a annoncé qu'un vote de la communauté EOS a ratifié une réduction de l'inflation du réseau de 5 à 1%, et cela donc pour bien sûr le plus grand intérêt des détenteurs de tokens. Mais la grosse nouvelle concernant les cryptos, elle nous vient de Steemit et de sa reprise par Tron. Alors ça, je vous en ai parlé la semaine dernière, mais ce qui s'est passé juste après, c'est que certains gros validateurs ont pensé que cette prise de Steemit par Tron donne trop de pouvoir à Tron. Alors les gros validateurs, ils se sont associés et ils ont lancé un soft fork le 24 février pour désactiver les droits de vote d'un grand nombre de Steem tokens détenus par Tron et Steemit. Mais le soft fork, il n'a pas cependant pu se concrétiser et empêcher ce qui était décrit comme une prise de contrôle hostile par Tron, car Tron a été aidé des gros exchanges comme Huobi, comme Binance, comme Poloniex et d'autres exchanges qui ont voté en fin de compte contre ce soft fork en faveur de Tron, car Tron avec les exchanges a contre-attaqué par un hard fork pour regagner leur stake, leur vote, et ils détiennent maintenant les 20 premières places des témoins, donc ce sont les validateurs. Alors c'est un petit peu changé maintenant, mais il y a quelques jours, ils avaient carrément les 20 premières places. Donc bien sûr, ça fait beaucoup de buzz. Mais bon, ce qu'il faut quand même dire, c'est que le fondateur de Steemit, il a légalement vendu Steemit à Tron. Peut-être qu'il n'aurait pas dû le vendre, mais bon, il avait ses raisons. On sait que Tron, c'est une entreprise commerciale qui souhaite maximiser son achat en essayant de prendre le contrôle de la plateforme. C'est pas une chose que j'approuve, mais en tout cas, c'est les frais. Donc ça a été une bataille entre David et Goliath, mais ici, c'est Goliath qui gagne. Alors c'est vrai que ça met un coup dur à la décentralisation, puisque maintenant, ce sont les gros exchanges qui ont les plus gros droits de vote sur la plateforme. Mais bon, si les exchanges ont pu contre-attaquer, c'est aussi que les détenteurs de tokens Steem, ils ont laissé leurs tokens sur les exchanges, et donc ils ont laissé le pouvoir aux exchanges. Donc en fin de compte, si les détenteurs de tokens, ils avaient mis leurs tokens dans des wallets, tout ça se serait pas arrivé en fin de compte, parce que les exchanges n'auraient pas eu suffisamment de tokens pour contre-attaquer. Donc c'est vraiment la faute, tout ça, des détenteurs et des possesseurs de tokens. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ça faisait longtemps qu'on n'entendait plus parler du tout de Steem, on n'entendait pas non plus parler beaucoup de Steemit. Et maintenant, au moins, il y a un regain d'intérêt. On va voir s'il y a un regain d'intérêt aussi pour l'utilisation dans le futur de la plateforme. Et pour ceux qui souhaitent avoir la décentralisation complète, il faudra qu'ils trouvent peut-être une nouvelle plateforme. Laissez dans les commentaires un peu votre opinion sur cette affaire. On passe maintenant à Binance qui vient d'annoncer qu'il supprimait les frais de dépôt de monnaie fiduciaire sur son exchange. Donc il va vous être maintenant possible d'envoyer directement des euros gratuitement vers l'exchange en faisant simplement un transfert SEPA. Et c'est aussi valable cette information pour le dollar australien et pour le pound. Donc tout ça en tout cas, ça a été rendu possible en utilisant un partenaire qui s'appelle Banxa. Car Binance n'a pas de crypto license, donc il doit utiliser une passerelle entre le monde des monnaies fiduciaires et le monde des cryptos. C'est vrai que c'était quelque chose qui manquait à Binance. Moi personnellement, pour ça j'utilise Kraken, mais donc maintenant Binance devient une nouvelle alternative.
Alors l'information qui suit, j'ai trouvé intéressante parce que potentiellement, elle peut permettre vraiment de démocratiser la blockchain auprès des entreprises et auprès donc du grand public. Ça nous vient d'une initiative entre Ernst & Young, Microsoft, Consensus, mais aussi AMD, donc le fabricant de processeurs, MakerDAO, Chainlink que je vous ai présenté il y a quelques semaines et 8 autres partenaires. Alors c'est une initiative qui est basée sur Ethereum public et sur Ethereum public, ils ont lancé un outil qui s'appelle Baseline Protocol qui permet aux entreprises de construire et déployer des solutions de suivi d'approvisionnement et autres process business de manière sécurisée et privée, donc sur Ethereum public. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est une solution donc, qui est poussée quand même par des très grandes sociétés. Ernst & Young, très grande société dans le domaine du conseil. Microsoft, dans le domaine, là ici je pense que c'est la partie cloud. Consensus, donc développeur sur Ethereum, et tous les autres. Donc c'est pas une initiative qui est une simple initiative comme il y en a tous les jours. Là, ça vient vraiment de sociétés très sérieuses. Donc s'ils simplifient le fait de pouvoir développer des projets sur Ethereum, c'est quelque chose aussi de très bien. Alors dites-moi ce que vous avez pensé des nouvelles de la semaine, surtout des 4 premières nouvelles donc sur la Corée, sur l'Inde, sur la France et l'Allemagne. Mettez vos commentaires en bas dans la description. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de mettre un pouce vers le haut, c'est important pour le référencement de la chaîne. Ciao ciao!